Et comment cette nouvelle organisation peut-elle ou non faire changer la donne dans la région, tant sur les questions politiques, économiques que sur la lutte contre le djihadisme? On en parle avec nos deux invités. Avec nous sur ce plateau, Seydi Kaba, auteur et président du Centre international d'études et de recherche sur le Sahel. Et par visioconférence, François Jovaluki, économiste et conseiller scientifique à l'Université catholique de Madagascar. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être avec nous. Seydi Kaba, je commence par vous. Bonsoir. Alors, on vient de voir en images les étapes du rapprochement politique de ces trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso. Avant d'aller plus loin, peut-être, est-ce qu'on peut rappeler la proposition politique de cette confédération de l'Alliance des États du Sahel? Tout à fait. Il vous souviendra que les trois pays avaient décidé en septembre 2023 de créer cette Alliance des États du Sahel et ils l'ont dotée d'une charte, la charte du Liptako-Gourma qui crée cette Alliance des États du Sahel. Et là, avec le sommet de Niamey, on a franchi une étape supplémentaire parce qu'il s'agit plus maintenant d'une confédération. Et le mot confédération traduit une volonté d'aller le plus loin dans l'intégration politique entre les pays, puisque peut-être qu'on le verra par la suite, mais il y a déjà, au-delà du projet de l'urgence sécuritaire, qui consiste à travailler ensemble pour répondre aux défis sécuritaires, la volonté d'avoir une diplomatie commune, la volonté d'avoir des prises de position politiques communes et aussi la volonté d'avoir d'autres schémas économiques importants communs. Donc il y a une volonté d'aller le plus loin possible au niveau de la confédération que dans l'alliance tout simplement. Voilà, une volonté d'aller le plus loin possible dans une intégration entre ces trois pays. Alors, on l'a rappelé, tous ces trois pays ont annoncé leur sortie de la CEDEAO, la communauté des États économiques de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que la confédération de l'AES a les moyens, a la possibilité de se substituer à la CEDEAO ou voilà, de reformer quelque chose d'autre? Oui, il faut, je pense que ce n'est pas anodin de rappeler que les trois pays ont fait une déclaration commune de retrait en janvier de cette année. C'est à Bamako, Ouagadougou et Niamey qu'il y a eu une déclaration qui traduit une volonté de rupture avec la CEDEAO. Le général Tchani a annoncé à Niamey que la rupture est irrévocable. Je pense que dans la posture qui est la leur, il y a une volonté d'apporter une valeur ajoutée à ce que fait la CEDEAO en matière de sécurité. Puisque, comme on sait, les trois pays sont quand même l'épicentre du défi sécuritaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et eux, ils ont pris acte du fait que la CEDEAO n'a pas été présente pendant la période où ils ont dû affronter quand même des questions sécuritaires importantes. Dans le cas du Niger, par exemple, lorsqu'il y a eu les attaques à Chinagoder en fin 2019, début 2020, la CEDEAO n'était pas du tout présente. Et ce reproche lui a été fait. Maintenant, pour combler ce vide, eux, ils vont apporter cette réponse au plan sécuritaire. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est comment, sur le plan économique, ils vont faire. Parce que les acquis de la CEDEAO se situent surtout au niveau de l'intégration économique et de la libre circulation des personnes et des biens. Et même sur ce deuxième plan, la libre circulation des personnes et des biens, à en croire ce que Assimi Goïta vient de dire, il y a une volonté aussi de garantir la liberté de circulation des personnes ressortissantes et de faire une confédération de l'Alliance des États du Sahel du peuple. Ce n'est pas pour rien parce qu'on a reproché à la CEDEAO justement d'être plus un syndicat des chefs d'État qu'une communauté économique qui vraiment prend en compte le peuple et les communautés. Alors on va revenir ensemble sur la lutte contre le djihadisme que vous venez d'évoquer, mais peut-être allons vers François Jovaluki pour parler des aspects économiques de cette confédération de l'AES. Bonsoir François Jovaluki. Alors vous êtes économiste, je rappelle que vous êtes co-auteur d'une étude intitulée Le franc CFA, le zébu et la kalachnikov, question sur la création d'une monnaie commune au Mali, Burkina Faso et Niger. Alors économiquement, quels seraient les inconvénients pour la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à se passer de l'espace CEDEAO? Alors, je crois qu'il faut commencer par essayer de comprendre d'où l'on parle. On est face à trois pays très pauvres. Si vous voulez, si on additionne les PIB de ces trois pays, on arrive à peu près 70% du PIB de la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays qui vivent essentiellement d'une agriculture et d'un élevage extensif, qui ont très peu d'industries, qui sont peu diversifiées, qui sont endettés modérément, mais compte tenu de la modicité de leurs recettes fiscales, si vous voulez, qui dépensent une grosse partie de leurs recettes pour payer leurs dettes.
Et surtout, nous sommes face à trois pays, si vous voulez, qui manquent de devises. Alors, comme jusqu'à ce jour, ces pays sont membres de la zone franc, vous savez que la zone franc fonctionne comme un pot commun, où donc les pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mettent en commun donc leurs devises. Et les trois pays sont donc débiteurs, ils bénéficient de la solidarité. Alors, il faut voir donc l'évolution possible à deux niveaux. Ils sont sortis de la CEDEAO. Je dirais que ça ne devrait pas avoir d'incidence majeure parce qu'à ce stade, la CEDEAO est une zone peu intégrée. Le pays qui a le plus d'échanges avec le pays de l'AES qui a le plus d'échanges avec le pays de la CEDEAO est le Niger. Donc les échanges avec la CEDEAO, c'est moins de 20% de ses exportations, donc c'est quand même pas majeur. Ces pays n'auront plus accès au financement de la BIDC, de la banque de la CEDEAO, mais ces financements annuels sont modestes, 600 millions, dont 20 à 30% allaient au pays de l'AES, donc ce n'est pas non plus majeur. Alors maintenant, la question qui se pose, donc à partir du moment où la sortie de la CEDEAO est actée, c'est est-ce qu'on va ou non vers une sortie de l'UEMOA? Mais alors, peut-être d'abord, peut-être avant peut-être de répondre à cette question, vous venez de nous dire que finalement, ce sont des pays qui ne sont pas... Que l'intégration avec les autres, avec le reste de la CEDEAO n'est pas aussi importante que ça. Donc je repose ma question concrètement, est-ce que ces pays pourraient se passer de la CEDEAO, économiquement parlant? Oui, ça aura à mon avis une incidence relativement mineure, sauf pour le Niger qui exporte notamment vers le Nigeria du bétail, donc ça peut être gênant pour la paysannerie nigérienne, mais vous voyez, c'est un dommage qui est relativement circonscrit. On parle aussi des grands projets routiers, électricité de la CEDEAO, mais ils sont financés par des bailleurs de fonds internationaux, même s'ils sont pensés dans le cadre de la CEDEAO. Donc ce n'est pas parce qu'on sort de la CEDEAO qu'on n'aura plus accès à des financements routiers sur des axes ouest-est. Voilà, donc à mon avis, l'incidence, compte tenu de la faible intégration dans la CEDEAO, l'incidence économique sera limitée. Vous avez dit également que ces pays ont un problème particulier, c'est le manque de devises. Est-ce que la mise en place d'une monnaie commune, la sortie du franc CFA et la mise en place d'une monnaie commune à l'AES pourrait renforcer et rendre ce nouvel espace politiquement et économiquement stable? Voilà, alors permettez-moi de faire le lien. Vous savez, il y a eu quelque chose de très important à la dernière réunion de la CEDEAO qui a eu lieu donc après le sommet de l'AES, c'est la relance de l'ECO, de la monnaie commune ECO, qui inclurait également donc, les pays de l'actuel UEMOA. Donc l'existence de l'ECO, ça impliquerait la fin du franc CFA. Donc on pourrait être dans une situation totalement paradoxale où les pays de l'AES seraient les derniers à avoir le CFA parce qu'ils n'auraient pas l'éco. Bon, cette position n'est pas tenable. Alors, on pourrait aller aussi donc vers une décision souveraine d'opter pour une nouvelle monnaie, comme donc 2 chefs d'État sur 3 l'ont déjà mentionné. On remarquera que dans leur communiqué, ils sont très peu disers sur la question de la monnaie. Alors, une monnaie commune, techniquement, c'est faisable, ces pays ont les cadres, il y a eu des précédents avec la sortie du Mali en 62 de la zone franc, de la Mauritanie et de Madagascar en 1973. Là, ce qui serait spécifique, c'est qu'on ferait une zone commune. Je ne pense pas que ça poserait de problèmes techniques particuliers dans l'immédiat. Ils pourraient donc faire imprimer leur monnaie en Chine ou l'imprimer ensuite eux-mêmes. Ils pourraient adhérer à des systèmes internationaux de paiement comme les Chinois et ils pourraient bénéficier, par exemple, des conseils de la banque centrale russe qui est réputée pour la qualité de sa gestion. Mais après, les problèmes commencent. Alors, en quelques mots, avant qu'on puisse clôturer, on arrive quasiment au terme de les défis à relever économiquement, en quelques mots,
pour ces États seraient lesquels? Les défis à relever, c'est que si on sort de la zone franc, on sort de la zone UEMOA, donc on n'a plus accès au marché de la zone franc. Donc là, ça pose un certain nombre de problèmes. On risque de ne plus avoir accès aussi en termes de libre circulation. C'est important pour les Burkinabés qui vont en Côte d'Ivoire ou les Maliens qui vont au Sénégal. Donc on aura moins de recettes. De travailleurs migrants. Et puis surtout, si on a une monnaie et qu'on a peu de devises, parce qu'on a des économies peu diversifiées, bon, bien qu'il y ait des espoirs avec le pétrole du Niger, on risque d'avoir une forte dépréciation de la monnaie et une inflation. Ça, ce sont les risques. Ça, ce sont les risques pour l'AES. Merci beaucoup à vous, François Joly-Alucuisse. Je reviens sur vous, Sédic. En quelques mots, peut-être pour évoquer la lutte contre le djihadisme, puisque c'était la proposition aussi politique de ces pays-là. Concernant cette lutte, est-ce que cette alliance aurait les moyens, ou pourrait avoir les moyens de faire ce que la CEDEAO n'a pas pu faire jusqu'ici? Ah oui, je pense qu'il aura non seulement les moyens de faire mieux que la CEDEAO, mais mieux que le G5 Sahel, puisqu'il faut se souvenir que le G5 a essayé, mais n'a pas pu... sa démarche n'a pas prospéré. Mais la philosophie qui sous-tend l'alliance des États du Sahel, c'est-à-dire commencer à compter sur soi-même et pouvoir travailler le plus loin dans la réponse commune, puisque le défi sécuritaire aujourd'hui au Sahel est devenu transnational. Le fait que le pays puisse travailler ensemble à trois, c'est une avancée importante à mon avis, et c'est ça qui risque d'avoir des retombées importantes. Merci beaucoup, Sédic Kaba, François Joly-Alucuisse. Merci à tous les deux.